Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h, c'est l'heure de vous informer. Voici les principaux titres de cette édition. Une importante réunion du comité technique sur l'insertion professionnelle s'est tenue ce matin à la primature sous la présidence du secrétaire général. Et en télécommunication, arrivé à Djibouti du câble sous-marin qui relie l'Afrique, l'Asie à l'Europe. Et à Taïwan, plus de 130 personnes sont toujours bloquées dans les immeubles effondrés. Élément de réponse à suivre dans cette édition. Fait divers pour débuter cette édition. Dans la soirée d'hier à 21h30, un poste de contrôle de la sécurité routière tenu par la gendarmerie nationale dans la région de Lakassal a été la cible d'une attaque armée. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur indique que cet acte odieux perpétré aux alentours de 21h30, 2 agents de force de la gendarmerie ont perdu la vie. Il s'agit de Zakaria Ismail et de Moussa Bahdon Farah, vaillants soldats tombés au champ des donneurs dans l'exercice de leurs fonctions auxquelles le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux membres des deux familles. Par ailleurs, un des assaillants armés a également été tué. Il s'agit de Mohamed Ali Lebak, chef de groupe entréisme militaire érythréen. Et il est à rappeler à ce moment que les valeureux soldats affectés au poste de la sécurité routière du Lakassal ont pour mission principale d'apporter les premières aides aux accidentés de la route. Ce n'est donc pas un poste militaire proprement dit, mais bien évidemment une unité d'aide et de secours à l'égard des populations qui a été visée et attaquée. Cet attentat meurtrier est perpétré visiblement par des mercenaires venus d'Érythrée qui cherchent à freiner par tous les moyens la mise en œuvre de grands projets de développement en cours de réalisation dans le pays et spécifiquement ceux d'envergure implantés dans cette région du Lakassal qui regorge de minerais en tout genre. Le site, dans la première phase de la zone industrielle, est déjà bien entamé, comporte en effet la particularité de cumuler sur son périmètre plusieurs réalisations en phase d'avancée tels que le projet de la géothermie ou celui de l'exploitation du sel ou encore la méga centrale éolienne devant produire sous peu quelques 60 MW d'énergie verte et s'élevant à près de 150 millions de dollars d'investissement, sans oublier le projet du port de Goubet dont l'inauguration est imminente. Reste que cette opération de terreur n'entamera en rien, pas plus que les précédentes, les efforts du gouvernement de maintenir ses efforts visant à développer Djibouti et l'inscrire dans une trajectoire ascendante à même de garantir la paix, la prospérité et le mieux vivre au peuple djiboutien. Et on en parlait il y a quelques instants, le câble sous-marin Asie-Afrique-Europe numéro 1 est arrivé aujourd'hui à Djibouti. Le navire câblier Icaros, relayé par une large a déposé le câble cet après-midi à la plage de la Siesta. Et parti de Hong Kong, le bateau est arrivé ici à Djibouti cet après-midi après avoir pesé 25 000 km de câble. Il passe ainsi par 16 pays du sud-est asiatique, l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe. Il doit ainsi relier Hong Kong à la ville de Marseille en passant par 3 continents. Arrivé à la plage La Siesta, une importante cérémonie s'est tenue pour la circonstance, cérémonie laquelle en prépare le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdon, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoebou, ainsi que l'ensemble des responsables de Djibouti Telecom et de l'entreprise chargée de l'installation de ce câble. Écoutez le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoebou, il nous a expliqué que le passage de ce câble à Djibouti est le fruit de longs travaux de négociation. Selon le directeur, ce câble renforce les capacités de hub en matière de télécommunication pour notre pays. Écoutez. Les travaux d'installation de ce nouveau câble sous-marin vont durer jusqu'à la fin du mois de février. Juste pour rappel, pour votre information, le câble Asie-Afrique-Europe numéro 1 va relier la ville de Hong Kong à la ville de Marseille. Il va traverser 16 pays. La Chine, l'Inde, la Malaisie, Singapour, Myanmar,
Oman, les Émirats Arabes Unis, il y a le Pakistan aussi qui est dedans, jusqu'à la ville de Marseille. La longueur totale de ces câbles est estimée à 25 000 km. Sur un plan technologique, ces câbles vont utiliser la dernière technologie en matière de câbles sous-marins. Le multiplexage des longueurs d'onde à 100 gigabits. La capacité totale que le câble va véhiculer en termes d'information sera de 40 terabytes, c'est-à-dire 40 000 gigabits. Pour ce qui nous concerne, Djibouti, ce câble va encore consolider notre position de hub international, carrefour des 3 continents, Asie, Afrique, Europe. L'investissement total consenti par Djibouti Telecom est de 40 millions de dollars pour ce câble. Avec cet investissement, on va disposer à nous tout seuls d'une capacité de 1800 gigabits par seconde. Ce qui non seulement va répondre aux besoins nationaux, mais également relever les défis pour tous les pays de la région. C'est un câble pour Djibouti, mais également pour la région. Nous espérons qu'avec ce câble, on va encore et encore démocratiser l'accès à Internet et multiplier les usages. Et pour sa part, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Ali Hassan Bahdoun, s'est réjoui de participer à cette importante cérémonie. Il a rappelé également que ce câble doit relier Hong Kong à la ville de Marseille en passant par Djibouti. Nous l'écoutons. Tout le monde est là pour constater que le câble Asia Africa Europe One, qui est le premier de son genre, vient de se connecter à Djibouti. Ceci a été signé récemment, il n'y a même pas 2 ans. Aujourd'hui, vous voyez que le travail a avancé, que le câble est là, présent physiquement et atterré aujourd'hui. C'est un événement historique, c'est une journée historique à marquer d'une pierre blanche pour l'histoire des télécommunications et de la connexion de Djibouti. Encore une fois, nous faisons un pas pour être le hub de la région. Nous avons aujourd'hui la chance d'être le pays le plus connecté du continent. Et nous le serons encore plus dans un prochain avenir. Donc je voulais d'abord féliciter tous ceux et celles qui ont travaillé pour que ceci soit une réussite, à commencer par Djibouti Telecom, et remercier nos partenaires techniques et financiers qui sont présents ici, à savoir la Banque BCI et l'Agence française de développement, qui ont cofinancé ce projet. Et donc dire bravo à tous ceux et celles qui ont rendu possible, réel et présent ce câble aujourd'hui sur notre territoire. C'est un grand pas pour les opérateurs et les hommes et femmes de Djibouti Telecom. En nouvelle nationale toujours, le ministre de la Santé, Dr Kassim Essar Osman, a reçu ce matin dans son bureau une délégation américaine dirigée par le directeur de l'USAID de Washington, des pays d'Afrique, accompagné du directeur de mission USAID d'Éthiopie, du numéro 2 de l'USAID, bureau de Djibouti. L'objectif de cette réunion était de discuter entre le ministre de la Santé et le directeur de l'USAID d'Afrique de l'appui et partenariat de l'USAID au niveau de la République de Djibouti, surtout sur les projets relatifs à la santé. Il a été question de renforcer le projet PEPFAR au-delà de 2017, projet qui soutient le financement de la lutte contre le VIH-Sida au niveau national, de la reconduite du financement destiné à la lutte contre la tuberculose et du renforcement de la coopération dans la construction de nouveaux postes de santé dans les zones les plus reculées et non couvertes des régions de l'intérieur. Le ministre de la Santé a remercié le directeur de l'USAID d'Afrique de l'appui constant que la République de Djibouti bénéficie, surtout dans le secteur de la santé. Cela, a-t-il dit, reflète de l'entente et de l'accentuation de la future collaboration entre le gouvernement djiboutien et américain. Le secrétaire général par intérim, Abdelrahman Aboubakar Mohamed, Abdillahi Assoui, directeur des régions sanitaires, Bahia Mohamed Ahmed, secrétaire exécutif, Maïke Mohamed, directeur des maladies prioritaires, et Madame Deqa Aboubakar Hadi, directrice de la promotion du ministère de la Santé, étaient présents lors de cette réunion. Autre réunion, cette fois celle du ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, qui a reçu ce matin dans son cabinet une délégation de l'USAID conduite par le représentant
réunion à Djibouti. Gabriel Gros, la délégation était composée des hauts responsables régionaux de l'USAID. En visite donc à Djibouti du 7 au 9 février 2006 pour participer au forum binational prévu le 8 février à Djibouti. Lors de cette rencontre, des questions d'intérêt général ont été soulevées, notamment le projet multisectoriel mis en œuvre par l'USAID afin d'améliorer l'adéquation formation-emploi. Ce projet se décline donc en 5 composantes, parmi lesquelles une composante qui vise l'amélioration de l'employabilité. Ce programme est déjà situé dans le plan d'action opérationnel de la politique nationale de l'emploi mis sous la tutelle technique de l'ANEFIP. En participé donc à cette réunion, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, le conseiller technique en communication du ministre, le directeur général de l'ANEFIP et le directeur de l'INAP. De plus, cette situation est aggravée par l'arrivée sans cesse croissante sur le marché du travail de jeunes diplômés, ce qui amène une tension supplémentaire, vous vous en doutez. C'est en ce sens que le gouvernement a hissé au rang de ses priorités la lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Ainsi, ont été élaborées un certain nombre de mesures pour résoudre cette problématique. Sur le plan institutionnel, d'abord, une stratégie sectorielle a été formulée qui a abouti sur une politique nationale de l'emploi avec son plan d'action quinquennal qui se décline en 7 objectifs stratégiques majeurs et des priorités opérationnelles. Dans la pratique, pour améliorer l'employabilité des jeunes en situation d'échec scolaire et des chômeurs qui sont sans qualification, un programme spécifique a été mis en place avec le plan d'action opérationnel de la PNE, Politique nationale de l'emploi, intitulé « Programme d'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes », pour tenter donc de leur redonner les moyens de s'insérer socialement, qui est mis sous la tutelle de notre Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, appelée ANEFIP. Également dans l'actualité, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, a tenu ce matin une réunion du comité technique sur l'insertion professionnelle des jeunes chômeurs ce dimanche dans la salle de réunion de la primature. Cette séance de travail a regroupé le secrétaire général de la jeunesse du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le président de la chambre de commerce et de l'université, les directeurs de l'ANEFIP, du financement extérieur, de la DIZ, de la DDS, de la formation professionnelle, ainsi que des juristes de la primature. Eh bien, le secrétaire général a indiqué, vous l'entendrez, que cette réunion est le fruit du lancement de la circulaire du Premier ministre datant du 2 février dernier sur le mécanisme d'insertion professionnelle des jeunes chômeurs. Il a souligné que le chômage des jeunes est un problème récurrent au niveau international qui n'est pas spécifique à notre nation, mais nécessite une réponse globale de la part des autorités nationales. Et dans son intervention, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, a salué les membres du comité technique présents à la réunion en indiquant que cette réunion porte sur les pistes et de réflexion en vue de solutionner le problème des jeunes chômeurs dans notre pays. Je vous propose de l'écouter. Par une circulaire du Premier ministre en date du 2 février dernier, ce comité a été mis en place en vue de réfléchir et solutionner sur le problème d'insertion des jeunes. Un problème récurrent, non seulement dans notre nation, mais au niveau international. Qu'est-ce que le gouvernement, sous le leadership de son président de la République, attend de ce comité? Il ne s'agit pas de réinventer la politique nationale de l'emploi, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un travail soigneusement préparé par notre collègue de l'ANEFIP et le ministère du Travail, ni de préparer une loi tout de suite. Il ne s'agit pas non plus de trouver une solution miracle, permettez-moi l'expression, problématique de l'employabilité des jeunes qui implique, à l'instar de l'insertion professionnelle, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, de l'apprentissage à la formation professionnelle. Nous aurons peut-être l'occasion
dans les temps à venir de nous revoir sur tous ces points afin de pérenniser les missions de ce comité. Mais aujourd'hui, compte tenu du délai qui nous est imparti d'1 mois, je prendrai comme citation les termes de la circulaire: réfléchir, proposer et mettre en place les solutions spécifiques pour insérer ces jeunes dans le très court terme. L'objet de la réunion d'aujourd'hui portera sur les points suivants. Le premier point, fixer la méthodologie du travail du comité technique afin de fixer les différentes étapes à entamer pour mettre en œuvre la proposition qui sera retenue et arriver au résultat souhaité. Deuxième point, échanger toutes les données statistiques et les informations sur les différentes catégories des jeunes chômeurs. Sur ce point, je pense que l'ANEFIP, avec sa base de données au niveau national, pourra nous faire une présentation synthétique sur la catégorisation des jeunes chômeurs, à savoir les nombres des jeunes non qualifiés, le nombre des jeunes déscolarisés, ceux qui ont bénéficié des formations mais qui sont au chômage, et les jeunes diplômés. Et le directeur de la DIZ, ainsi que celui de la formation professionnelle, pourrait éventuellement compléter ou ajouter les éléments d'information supplémentaires. En troisième lieu, une fois avoir récolté toutes ces informations, un mécanisme sera arrêté afin que nos décideurs politiques puissent prendre les dispositions nécessaires. Et en évoquant le mécanisme, je ferai une proposition qui semble lucide. À partir de maintenant, vous pourrez prendre part au débat afin de nous émettre vos suggestions et recommandations pour améliorer l'approche de la primature. Dans le reste de l'actualité, l'on a procédé aujourd'hui au Palais du Peuple à l'examen des dépenses inhérentes au département de la santé utilisées durant les 5 dernières années, soit pour la période 2011 à 2014. Cet exercice de bonne gouvernance et de transparence est initié par le ministère de la Santé avec le soutien des agences des Nations Unies, principalement l'OMS et l'UNICEF. À travers cet exercice, le département de la santé démontre ainsi à ses différents partenaires qu'il est parvenu à assumer efficacement la mission fondamentale qui lui est assignée, celle de concevoir des programmes en matière de santé ou du renforcement des infrastructures, celle de leur mise en œuvre et enfin du suivi et évaluation de cette politique. Le pays a été aussi appliqué pleinement à Djibouti et je pense que c'est vraiment un pas en avant. Pour rappel, celui-ci, je veux dire la couverture sanitaire universelle, consiste à faire de sorte que l'ensemble de la population de chaque pays ait accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs et de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin. Et à ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces sans pour leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les usagers et en fait aussi pour le pays. Et pour sa part, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé a indiqué que ceci entre dans le cadre de la politique d'accès aux soins de santé universels qui demeure l'un des objectifs majeurs du ministère de la Santé tel que décrit dans le plan national de développement sanitaire. On l'écoute. L'accès aux soins de la santé universelle demeure l'un des objectifs majeurs du ministère de la Santé tel que décrit dans le PNDS 2012-2017. Cependant, vous conviendrez avec moi que le combat pour l'atteinte de cet objectif noble ne saurait être gagné en comptant sur les seules ressources de l'État qui, du reste, sont limitées. D'où la nécessité d'une grande mobilisation de tous les acteurs. L'amélioration de la gestion des services de santé, l'implication effective des secteurs connexes, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile et de la communauté constituent également des facteurs essentiels pour relever ces défis. De plus, l'atteinte de ces objectifs suppose aussi la mise en œuvre de certaines réformes, parmi lesquelles le développement des mécanismes de financement du secteur de la santé qui visent à renforcer l'offre et à rendre solvable la demande en vue non seulement de permettre un accès plus large aux services de santé et de soins, mais aussi d'assurer la viabilité des structures. En effet, dans l'optique de disposer de façon permanente des bases factuelles sur les dépenses de santé, permettant aux autorités d'opérer des choix
raisonnée des politiques et des stratégies basées sur l'équité, dont la contribution financière aux soins et services de santé de qualité. Et le dossier magazine de ce dimanche, c'est les pays du Sud qui ont développé ces dernières années des nouvelles stratégies de coopération essentiellement basées sur les échanges d'expériences. Cette nouvelle coopération Sud-Sud qui s'est développée ces dernières années se traduit notamment par la formation d'étudiants entre ces pays, aussi bien dans les universités que sur le plan de formation professionnelle, dans les entreprises spécialisées. Ce concept de coopération Sud-Sud est largement partagé par Djibouti avec le Soudan ou d'autres pays du continent. Dans le cadre de cette coopération Sud-Sud, une équipe de la RTD s'est rendue à Khartoum où elle a effectué une série de reportages sur les multiples axes de la coopération entre la République de Djibouti et le Soudan. Nous évoquerons ce soir le volet de l'enseignement supérieur où les étudiants djiboutiens sont au nombre de 400 boursiers de l'État soudanais. Voilà donc un magazine de la rédaction réalisé à Khartoum. Le Soudan a connu durant les 2 dernières décennies une évolution particulière dans le domaine éducatif. À cet effet, il a été créé plusieurs universités et instituts supérieurs dans toutes les villes du Soudan. Selon les dernières statistiques, le Soudan abrite plus de 35 universités ainsi qu'une dizaine d'instituts dans de différentes spécialités et filières. L'Université internationale d'Afrique est une des plus importantes universités au Soudan, selon le directeur adjoint de l'université, M. Samir Gourachi. L'Université internationale d'Afrique a réalisé de grands progrès, surtout après avoir mis en place de nouvelles facultés, à savoir la faculté de médecine, odontologie, pharmacologie, ainsi que la formation des infirmiers et laborantins. L'université comporte actuellement environ 22 facultés dans différentes spécialités, ainsi que plusieurs institutions et des centres de recherche. Cette université accueille actuellement environ 15 000 étudiants, dont plus de 200 étudiants djiboutiens, qui suivent les spécialités scientifiques comme la médecine et l'ingénierie. Nous félicitons tous les étudiants djiboutiens et nous espérons accueillir un plus grand nombre dans les années à venir. Dans le cadre de la coopération entre Djibouti et le Soudan, dans le domaine de l'enseignement supérieur, les universités soudanaises offrent des bourses d'enseignement aux étudiants djiboutiens qui sont au nombre de 400. Selon l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, M. Ahmed Ali Barre. Des liens historiques lient les deux pays, à savoir Djibouti et le Soudan. La coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur a connu un grand progrès. Grâce à la volonté et le leadership du président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Guelleh, et son homologue soudanais, M. Omar Hassan al-Bashir. Les deux ministres de l'enseignement supérieur des deux pays ont signé récemment un accord de coopération pour échanger les compétences et les expériences dans les années à venir. De leur côté, les étudiants djiboutiens au Soudan ont salué dans une déclaration à la chaîne nationale les efforts entrepris par les deux gouvernements afin d'améliorer la coopération dans le domaine de l'éducation. Nous remercions le chef de l'État, je cite M. Ismail Omar Guelleh, pour son attachement en faveur de l'amélioration de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier. Nous sommes en poursuivi d'étudiants disposés à contribuer au développement de notre pays après la fin de nos études supérieures. Nous réaffirmons haut et fort notre soutien indéfectible pour la stratégie et la politique sage du président de la République en faveur des étudiants djiboutiens au Soudan. Enfin, les deux pays, Djibouti et le Soudan, rappelons-le, entendent consolider davantage leurs relations bilatérales dans tous les domaines et surtout dans l'enseignement supérieur.
Et retour à Djibouti, où la direction de l'industrie, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, a organisé la cérémonie de clôture de formation sur la maintenance et entretien des moteurs hors-bord Yamaha 40 chevaux. L'utilisation de GPS et de détecteurs de poissons au profit de coopératives de pêcheurs de la capitale et des régions de l'intérieur. La coopérative de l'Adda, de Damerjog, de Bok, de Delayaf, de Korangar, Tadjoura, Kalaf, Sagalou et 3 associations de ports de pêche de Djibouti. Eh bien, la formation a duré 2 semaines. Elle a ciblé 45 stagiaires. Ces professionnels de la pêche issus des coopératives et associations des pêcheurs ont été formés, suivant leurs expériences aux techniques avancées d'entretien et maintenance de moteurs dans leurs interventions respectives. Ibrahim Hamadou et M. Tsubon ont mis en relief l'importance de la formation et la nécessité de partager les acquis auprès d'autres membres de coopératives et associations de pêcheurs et de faire une utilisation durable de GPS et kits d'installation pour les pilotes des embarcations de pêche. Ainsi, un total de 25 GPS et 18 kits ont été distribués à chaque stagiaire. Rappelons qu'une formation sur les techniques de séchage de poissons au profit de 23 revendeuses a été conduite au mois de novembre de 2015. Un projet qui est financé, on le rappelle, par le gouvernement du Japon avec un budget total de 330 $000 pour une durée d'une année. Le même type de coopération avec l'ONUDI. Je voudrais dire à ceux qui sont formés, c'est une chance que le gouvernement japonais, l'ONUDI, le gouvernement djiboutien et le gouvernement Marie vous a donné pour vous former. Il faut saisir cette occasion et il faut exploiter toutes les possibilités de pêche avec de nouvelles techniques, de nouveaux équipements qui sont là. Écoutez, l'ambassadeur du Djibouti au Japon, il a indiqué que ces activités de renforcement de capacité entrent dans le cadre du projet exécuté par l'ONUDI en partenariat avec la direction de l'industrie. Selon l'ambassadeur, ce projet vise à renforcer la résilience des communautés vulnérables, notamment les femmes, contre les catastrophes naturelles potentielles à travers des soutiens dans l'obtention de moyens de subsistance diversifiés. On l'écoute. C'est un but de promouvoir les moyens de subsistance à travers notamment l'appui à la pêche. Nous savons tous que Djibouti dispose de ressources halieutiques importantes et qu'il y a beaucoup de possibilités, de potentiel de développement de la pêche. Nous avons également réalisé des formations sur la technique de séchage de poissons auprès des femmes vendeuses. Elles serviront à diversifier les moyens de conservation et de consommation de poissons. L'ensemble du projet, donc, mène à la mise en valeur des ressources halieutiques de Djibouti, qui sont un nature de Djibouti. Et comme vous savez, les poissons sont inséparables de la cuisine japonaise. Donc, j'exprime mon souhait aussi personnel que vous pêchez et que les poissons que vous pêchez sont aussi sur le marché de Djibouti pour contribuer au développement de la cuisine japonaise à Djibouti. Et toujours en nouvelles du pays, le ministère de l'Environnement, en étroite collaboration avec le PERSGA, a organisé aujourd'hui une séance de nettoyage à la plage de l'Oyada. Ce projet fait suite à une campagne lancée par le PERSGA en 2013 et consiste à protéger l'environnement. Ce projet a réuni les pêcheurs de la localité de l'Oyada. Ils ont effectué des ramassages de déchets maraîchers, puis ont trié en fonction des feuilles de route. Et rappelons que la même équipe du ministère de l'Environnement, avec la participation de l'Office national de la voirie et de l'établissement Koubèche, ont effectué les mêmes travaux dans les régions du nord du pays. Et c'est aujourd'hui autour de la région d'Arta et en particulier de la localité de l'Oyada. Le directeur du ministère de l'Environnement, Hussein Lilach, son adjoint, était présent lors de ces travaux. De plastique, la quantité de vêtements, la quantité de verre. C'est en fait ce qu'on appelle la caractérisation des déchets et le volume charrié. Donc je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, à savoir aussi les établissements Koubèche, la région d'Arta, les pêcheurs et l'organisation régionale du PERSGA. Et un mot de sport, on vous amène au Qatar où se déroule actuellement le championnat national arabe de football de moins de 12 ans. Cette information, l'équipe de Djibouti a battu aujourd'hui le Liban par un score de 3-0. Et de là, nous passons au reste de l'actualité nationale sportive. Le secrétaire général des Jeux, Saïd Ali Hussein, a tenu une réunion avec les fédérations nationales sportives, et ce, dans le cadre des préparatifs des Jeux nationaux de la jeunesse. Ces 8 fédérations sont le
tennis de table, football, handball, pétanque, judo, volleyball et athlétisme. Et cette réunion avait donc pour but de distribuer les calendriers de déroulement des activités sportives de la phase finale des Jeux qui se dérouleront du 11 au 17 février prochain. Il a également été question de programmer avec les fédérations les arbitrages dans les différentes disciplines. La phase finale des Jeux nationaux de jeunes, et ça s'est déroulé sur des conditions merveilleuses et adéquates. Nous avions un calendrier bien chargé. On est prêt du côté d'arbitrage et on est prêt du côté de bon fonctionnement ou bon déroulement de ce jeu. Et toujours dans le cadre des préparatifs des Jeux nationaux de la jeunesse, le président des Jeux, Ahmed Mohamed Salem, a tenu ce matin une réunion avec les représentants des institutions de santé et de la sécurité. L'objectif était de planifier avec ces institutions les modalités d'intervention. En effet, ces institutions devront intervenir dans les villages des Jeux, là où les jeunes issus des différentes régions seront logés, mais également au niveau des sites des Jeux pour assurer ainsi la sécurité de ces jeunes et une couverture médicale. L'implication de ces institutions est primordiale à la réussite de ces Jeux qui réunit un nombre très important des jeunes à l'échelle nationale. Actualité à présent hors de nos frontières, à Taïwan, où au moins 130 personnes sont toujours bloquées dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés pendant un séisme à Taïwan. Donc hier, les services de secours l'ont reconnu ce matin. À mesure que les heures passent, retrouver des survivants est de plus en plus difficile. Explication. Une vingtaine de personnes seraient encore prisonnières de lamas de béton, de poutres et de verres brisés. Parmi les personnes tuées se trouve un nourrisson de 10 jours. 800 militaires ont été appelés en renfort. Une centaine de personnes environ ont été hospitalisées. Les secouristes ont progressé étage par étage, témoigne un rescapé. Ils nous ont demandé d'escalader, mais j'ai dit que mes enfants étaient trop petits pour le faire. Ils ont donc creusé un plus grand trou. À ce moment-là, un secouriste a fait de son mieux pour escalader et à sortir les enfants de là. Puis je suis parvenu moi-même à sortir. Le président Ma Ying-jeou s'est rendu dans un centre d'urgence et un hôpital. L'île de Taïwan est régulièrement touchée par des tremblements de terre car elle est proche de la jonction entre deux plaques tectoniques. Toujours à l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce dimanche à New York à la suite du lancement d'une fusée de longue portée nord-coréenne tirée dans la matinée en dépit des avertissements de la communauté internationale. Comme un nouveau défi à la communauté internationale, Pyongyang a tiré ce dimanche une fusée à longue portée. Elle a été mise à feu vers 9h locale depuis le pas de tir de Changri dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a expliqué le ministère sud-coréen de la Défense qui surveillait la base de lancement. Elle a ensuite pris la direction du sud au-dessus de la mer Jaune et aurait réussi à mettre un objet en orbite, selon le département américain de la Défense. Cette réunion, sous la forme de consultation à huis clos entre les 15 pays membres du Conseil, a été demandée par les États-Unis et le Japon, membres du Conseil, et la Corée du Sud. L'entêtement nucléaire de Pyongyang contrarie vraisemblablement la Chine, mais l'idée que le renversement du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un permette l'avènement à sa frontière d'une Corée réunifiée alignée sur les États-Unis lui est plus intolérable encore. Et c'est sur ce point que prend fin cette édition. Merci à vous de votre aimable attention et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.